sur fond de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les élections européennes se déroulent le 9 juin et on se pose la question chaque vendredi, quelle Europe voulons-nous? Alors qu'il y a aussi une mobilisation, je le disais tout à l'heure, mobilisation peut-être au son du clairon. Un jour, si jamais la France envoie des troupes au sol, Emmanuel Macron l'a redit, ce n'est pas à exclure, sachant que la Russie et Vladimir Poutine, en cette semaine, eh bien, cette semaine a de nouveau marqué, si on peut dire, le pouvoir du président russe, en particulier avec les célébrations de la victoire sur l'Allemagne nazie. Alors, on aimerait savoir ce qu'en pensent évidemment Jean-François Colossimo et Éric Nolot, nos deux débatteurs ce matin, de savoir si les élections européennes vont tourner autour de la question finalement de la guerre en Ukraine. Est-ce que ça a une influence? Est-ce que l'opinion va se déterminer par rapport à ça? Un peu de la même manière que la France insoumise essaye de faire advenir dans le débat politique la question palestinienne. Jean-François Colossimo, vous aviez commencé la première séquence. C'est Éric Nolot qui va commencer cette fois-ci. Écoutez, la sous-question que vous posez à Jean-François et à moi-même, c'est quelle Europe nous souhaitons. Moi, c'est la question que je souhaite poser aux européistes. J'ai entendu hier l'intervention de M. Gabriel Attal qui, bien à regret, bien à reculons, fait campagne, poussé par le président de la République. Il a dit, vous comprenez, il faut vraiment voter pour nous, pour l'Europe, parce que l'Europe a quand même obtenu que le délai de rétractation quand on a acheté un produit de la part d'un consommateur est porté à 14 jours. Je ne sais pas si vous voyez ce genre de déclaration. Je ne sais pas qui il espère convaincre avec cet argument. Il a également parlé de la garantie de 2 ans. Donc en fait, des propos extrêmement technocratiques qui ne parlent à personne. Moi, en effet, je préférais que M. Attal clarifie la position de l'Europe communautaire sur le dossier russo-ukrainien. Parce que de deux choses l'une. Soit on considère que les intérêts fondamentaux de l'Europe et de la France sont en jeu dans le conflit russo-ukrainien. À ce moment-là, si nos intérêts essentiels sont en jeu, il faut envisager toutes les hypothèses, y compris, en effet, une hypothèse qui n'est pas à prendre à la légère. Je ne dis pas envoyons nos troupes et puis on verra bien, mais il faut envisager cette hypothèse que des troupes au sol soient envoyées sur le sol ukrainien. Si on estime au contraire que nos intérêts essentiels ne sont pas en jeu, à ce moment-là, il faut dire jusqu'où nous sommes prêts à aller. Mais là, il y a une sorte d'entre-deux, on ne sait pas. Moi, je préférerais que M. Attal s'exprime là-dessus. Moi, je crois que nos intérêts essentiels sont en jeu dans le conflit russo-ukrainien. Je pense que, contrairement à ce qu'on dit à gauche, à l'extrême gauche, et à droite, et à l'extrême droite, il y a quand même une forme de consensus un peu étrange. M. Poutine ne s'arrêtera pas là, et que, indépendamment de la guerre territoriale qu'il mène, il y a une guerre des valeurs qui est en cours, et à mon avis, elle est cruciale pour nous. Je n'entends rien de cela chez M. Attal. Et comment ça se fait, justement? Parce que ça sera un argument, en fait, de mobilisation. Parce qu'on ne veut pas sortir d'une ambiguïté. En fait, il n'y a pas de pensée. On n'arrive pas à unifier la position européenne. Il y a des pays qui pensent le contraire les uns des autres. Entre la Hongrie et la France, je peux dire, c'est quand même pas du tout la même pensée sur ce domaine comme dans d'autres. Donc on préfère s'en tenir à des propos extrêmement vagues technocratiques. Au bout du compte, eh bien, la liste de Renaissance, pour l'instant, dans les sondages, fait la moitié de celle du Rassemblement national. Donc, si vous voulez que les gens votent pour l'Europe, parlez-leur d'Europe. Arrêtez de leur parler du délai de rétractation des consommateurs. Jean-François Colossimo. La soumission à ce que représente Vladimir Poutine, à la fois pour les Ukrainiens, mais aussi pour les Russes, n'oublions pas, n'est-ce pas ? Je veux dire, il est en train de tuer 2 peuples, pas un seul. 2 peuples pour l'instant. Cette soumission signifierait, en fait, je dirais, notre sortie, là, pour le coup, réelle de l'histoire. Donc, Éric Nolot a raison. Après ça, on a une espèce de truc, de machin, là, difforme, informe, complexe, avec des tas d'opinions, avec des peurs, avec des gens qui calculent de manière médiocre sur le fait que de ne pas s'engager, au fond, ça leur vaudra peut-être, je sais pas, une espèce de pompon à la sortie. Face à ça, depuis que la Grande-Bretagne n'est plus, depuis que le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne, il n'y a plus qu'une seule puissance nucléaire, c'est nous. Il n'y a plus qu'une seule puissance qui ait une armée complète au sens des 3 corps, air, terre, mer. Ailleurs, il y a des bataillons formidables, mais il n'y a pas cette complétude. Il n'y a qu'une puissance qui a une armée qui s'est battue récemment, qui a connu le feu. Et il n'y a qu'une puissance qui soit présente sur toutes les mers. C'est nous, entre autres, dans ce Pacifique où, après la Méditerranée et l'Atlantique, va se dessiner le monde de demain. Donc, il faut que la France, je dirais, joue son jeu, qui est assez important, pas que simplement pour elle. Mais qu'est-ce que ça veut dire, jouer son jeu? C'est s'affirmer comme elle le fait. Je veux dire, à travers... Oui, mais Éric Nolot dit qu'on est dans l'ambiguïté, justement.
à travers les déclarations, c'est les seules qui comptent, ce sont celles de l'Élysée, du président de la République, qui peut-être a mis du temps, qui peut-être est ceci, qui peut-être est cela, mais en tout cas qui dit des choses qui sont assez essentielles, au point d'ailleurs que ça offusque. Voilà. Moi, ce que je trouve simplement, c'est que, en dehors des questions de personnes et des questions d'idéologie, quand on a un chef de l'État en France qui est aussi chef des armées et qui dit « nous sommes peut-être sur le point de nous engager dans une guerre », c'est un acte de souveraineté qui est incroyable, inattendu. Et il n'y a que les souverainistes pour s'en plaindre et dire ça va pas, et qui ont une attitude munichoise, tu vois. On est dans le monde à l'envers, en fait. Mais non, mais ils sont pour la souveraineté on est dans de le tout monde à monde, l'envers. Voilà, sauf de la France et de l'Ukraine. Ouais. Ça, c'est étonnant. Répétez, Éric Nolot, on vous a pas entendu. Oui, les souverainistes sont pour la souveraineté de tout le monde, sauf de la France et de l'Ukraine. Voilà. Donc ça, c'est quand même très étrange. Ce serait un angle d'attaque. Comment l'expliquez-vous ? Est-ce que c'est par antimacronisme primaire ? Non, Matteo Salvini, regardez, c'est probablement un type qui a eu tellement de liens avec la Russie de Poutine par détestation de la démocratie libérale, enfin, etc. Il a été pris dans un piège qu'on avait évoqué avec Éric Nolot sur une autre... Donc Matteo Salvini a dit qu'Emmanuel Macron devait se faire soigner. Voilà. Bon, alors écoutez, d'ailleurs, c'est le même Salvini qui attend toujours le rapport des médecins pour savoir ce qui est arrivé à Navalny, tu vois. Donc, je veux dire, il a l'air d'avoir un rapport à la médecine assez compliqué, parce que d'un côté, il diagnostique le président français, mais de l'autre, il ne sait pas ce qui est arrivé à Navalny. Bon, on en parlait. La vérité, c'est que vous avez eu, à gauche, pendant les années, jusque dans les années 1975, un déni du goulag, n'est-ce pas ? Et après, vous avez eu, dans les années récentes, un déni... Alors, il était à gauche, ce déni. Aujourd'hui, c'est à droite. Vous avez eu un déni de la réalité de Poutine pendant très longtemps. Donc, ils n'arrivent pas à s'en décrotter, si je puis dire. Oui, ils ont adulé un fake. Un vrai fake. Un véritable menteur. Qui n'est ni pour l'Occident, ni pour le christianisme, ni pour la famille, ni pour l'ordre, ni pour les libertés, ni pour rien. Qui est véritablement un homo soviéticus prêt à tout pour les étrangler et les saigner. Voilà, c'est là où on en est. Donc évidemment, ça c'est bien résumé. Hein, voilà, ça c'est résumé. Voilà. Et donc, et là, ils sont évidemment dans le trouble, n'est-ce pas ? Alors en plus, on leur dit, et cette fois-ci, on va le combattre. Mais ils ont tellement adulé cet ogre qu'ils en ont la trouille. En fait, tout ce qui parle derrière ce déni de l'engagement, c'est la trouille, c'est tout. La trouille et l'intérêt. Alors les deux vont bien ensemble. Non, mais j'attendais que vous abordiez ce point, parce que ça soit à droite ou à gauche, tous les suppôts de Poutine ont des liens extrêmement troubles avec la Russie. C'est quand même curieux. D'ailleurs, ce qui est assez étrange, c'est que maintenant, on s'aperçoit que dans le passé, les réseaux pro-russes étaient beaucoup plus importants qu'on l'a cru. On connaissait déjà leur existence, évidemment, mais ils étaient d'une ampleur tout à fait inattendue. On s'apercevra peut-être dans 50 ans que les réseaux pro-russes ici sont beaucoup plus importants que nous l'avons cru, et beaucoup plus actifs et beaucoup plus efficaces. Donc là, maintenant... Et très bien payés. Et très bien payés. Mais de toute façon, ça a toujours été un mélange. Mais est-ce qu'on ne peut pas vous faire la d'idéologie et j'essaie non pas de pondérer, mais de représenter aussi ce qu'on peut... Moi, je ne suis pas payé par la CIA. Est-ce que nous sommes des agents américains ? Non, mais c'est pas ça. Mais et là, je ne suis pas payé par la CIA. On parlait juste avant des campus américains, Sciences Po, etc. L'influence de la culture américaine, ou en tout cas de ce qui se passe sur les campus américains, on l'aperçoit en France. L'influence russe, est-ce qu'on l'aperçoit autant ? Bien sûr. Mais bien entendu. Dans le discours, oui. Regardez les réseaux sociaux. Oui, mettons les réseaux sociaux à part. Regardez combien les discours pro-russes sont portés et par combien de personnes. Du Rassemblement national à la France insoumise. C'est un bruit de fond permanent. Monsieur Mélenchon a vanté Monsieur Poutine. En Syrie, c'est formidable. Il est en train de régler le problème. Vous avez vu comment il a réglé le problème. À droite, Monsieur Mariani. Excusez-moi. Il y a quelques personnalités. On peut... Oui. Non, Monsieur Dupont-Aignan. Et chaque fois que vous dites, il faut quand même se poser la question de l'engagement. Vous avez un tir de barrage. Regardez d'où vient ce tir de barrage. Moi, je vous dis que c'est un bruit de fond qui est assez assourdissant. Donc, parce qui caractérise le milieu politique. Aussi, il faut dire aussi, Jean-François. En dehors des gens achetés, des relais conscients, des possédés idéologiques. Oui, les idiots utiles, etc. Les idiots utiles, tout ça. Il y a aussi, et c'est compréhensible, n'est-ce pas ? Il y a deux choses. Il y a un anti-américanisme, n'est-ce pas ? Pourquoi pas ? Et puis il y a un philo-russisme, et pourquoi pas ? Simplement, c'est pas parce qu'on n'aime pas la mauvaise culture américaine et qu'on préfère finalement Dostoïevski à McDonald's qu'il faut soutenir Poutine. C'est là. Et après, il y a un court-circuit qui ne fonctionne pas.
C'est-à-dire, moi, je suis, par exemple, pas du tout pro-américain. J'aimerais qu'on se libère de la tutelle américaine. Et c'est pour ça que le projet d'une défense européenne sous leadership français, parce qu'encore une fois, il n'y en aura pas d'autre, je trouve ça une question vraiment vitale pour nous. On le voit d'ailleurs, parce que sinon, on est lointaine. Une question à poser. Bon, n'est-ce pas? Donc, je suis contre ça. Et je défends la grande culture russe, et je ne pense pas que la grande culture russe soit responsable du sort qui est fait aux Ukrainiens aujourd'hui. C'est le mauvais procès qui nous est fait. Moi, c'est pas parce que Poutine a attaqué l'Ukraine que je vais cesser de lire Tchekhov. Enfin, tout ça, est absurde. Voilà. Tout ça est absurde. Mais c'est pas pour ça que je vais être une espèce de court-circuit mental entre le fait que je n'aime pas l'hégémonie américaine et le fait que j'aime la culture russe, que je vais me ranger sous Poutine. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui, tendanciellement, confondent tout ça et ont une espèce un peu, en quelque sorte, de revanche à prendre sur le ventre mou social-démocrate, en quelque sorte. Et ils haïssent à la fin ceux qu'ils sont, et ils ne se rendent pas compte que Poutine, s'il arrive jusqu'aux rives de la Seine, mais il les décanira comme il a fait de tout le monde. Je veux dire, ce sont plus que des idiots utiles, ils constituent en fait le futur petit déjeuner de l'ogre. Alors, puisque vous parlez de ventre mou social-démocrate, est-ce que vraiment la donne va changer avec les élections du 9 juin? Des experts de l'Institut Jacques Delors estiment, dans une note récente, que la coalition actuelle devrait dominer le processus décisionnel après les élections, mais que la consolidation de la droite nationaliste et conservatrice pourrait venir accroître la fréquence des coalitions de droite formées par les groupes PPE et ECR. Alors, c'est un petit peu jargonnant, mais c'est pour dire qu'en fait, les équilibres du Parlement européen ne seront pas fondamentalement changés par les élections du 9 juin, même si les médias focalisent sur la montée en puissance, comme à chaque élection, on dit la montée en puissance des populistes. Moi, c'est pas la question pour moi. Éric Nolot. Moi, j'enjambe déjà le 9 juin, parce que ce qui m'intéresse, et à mon avis, c'est l'essentiel, c'est ce qui va succéder au 9 juin. Tout va dépendre quand même du score ici, du Rassemblement national. Si vraiment il est au-dessus de 30%, et bon, ça en prend le chemin, ce sera une déflagration, non pas au Parlement européen, mais ce sera une déflagration en France. C'est-à-dire que la possibilité d'une victoire de Marine Le Pen à la prochaine élection présidentielle deviendra beaucoup plus haute. Donc ce sont des mid-termes un peu. Et oui, je crois, parce que ça va quand même libérer chez certaines personnes la tentation de voter, encore plus de personnes, il y en a déjà beaucoup, pour voter pour le Rassemblement national. Donc je trouve que l'hypothèse d'une élection de Marine Le Pen s'en trouverait confortée. Je ne pense pas que l'enjeu, ça soit vraiment les équilibres au Parlement européen. Ça me paraît secondaire. En tout cas, les gens ne conscientisent pas ce vote de cette manière-là. C'est-à-dire, ils se disent pas, je vais envoyer... Parce que le discours qu'on entend, c'est quand même changer l'Europe de l'intérieur. Plus personne ne dit on veut sortir de l'Europe, mais on dit il faut changer l'Europe de l'intérieur. Pour vous, c'est pas la motivation première des électeurs. La motivation première, c'est un vote national à la présidentielle et de mettre en place. Regardez, le Rassemblement national vous explique tous les jours que c'est un référendum anti-Macron. Donc en fait, voilà, la France insoumise ne vous parle pas d'Europe du tout. Vous parle de Gaza à longueur de journée. Le thème de l'Europe a été évacué des Européennes. En France, en tout cas, et dans d'autres pays, c'est un scrutin national en réalité. Jean-François Cottet-Simon. Comme dirait Charles Sapin, l'excellent journaliste politique, on assiste aux moissons de la colère. Donc, comme l'Europe n'a pas su se rendre intelligible, loin s'en faut, comme elle n'a pas su devenir un véritable, je dirais, objet de proximité pour les gens, comme elle a surtout créé l'impression qu'elle était un lieu de technocratie invraisemblable qui était là pour ruiner la vie des gens, etc., même si l'Europe, telle qu'elle a été construite, a été mal construite, et si, évidemment, elle porte, l'appareil de Bruxelles porte de larges responsabilités, mais des fois, on est un peu dans la démonisation. Donc, par rapport à ça, effectivement, les moissons de la colère des peuples qui se sentent niés, c'est quoi? C'est, je dirais, l'essor de ces mouvements populistes qui touchent diversement chaque pays d'Europe. Mais attention, ils ne pensent pas tous la même chose, ils ne sont pas tous forcément unis. Lorsqu'ils arrivent au pouvoir, d'ailleurs, souvent, ils font pas grand-chose. Confirme Madame Meloni en Italie et se retrouve empêtrée, là aussi, dans la gestion, tout simplement, du réel. On voit que le RN, en France, a beaucoup de difficultés avec son alter ego allemand, puisque le RN qui pense, effectivement, à prendre le pouvoir, désormais, ça n'a pas toujours été le cas, du FN, le RN qui pense à prendre le pouvoir est en quête de respectabilité, alors que son homologue allemand, lui, est plutôt en quête de rassemblement, je dirais, là encore, des colères. C'est une meilleure preuve de respectabilité que d'obtenir 30 ou 35% aux Européens. Bien sûr, bien sûr. Et donc, de ce point de vue-là, oui, bien sûr, ça va changer quelque chose.
Le véritable problème que je vois de fond, moi, c'est que pour l'instant, dans aucun parti, les élections européennes ont été vraiment prises au sérieux en France, au point de concevoir que c'était un véritable lieu de bataille, un lieu d'influence, et que, en fait, c'est vu soit pour, en fait, recaser de vieux briscards politiques dont on ne sait plus quoi faire en leur assurant un secrétariat et des notes de frais, soit c'est fait pour lancer de jeunes carrières de manière accidentelle, parce que comme c'est un vote contestataire, on obtient des résultats incroyables, et donc le dixième de la liste qui ne devait pas exister se met à exister, n'est-ce pas, etc. Il faudrait quand même qu'un jour on arrive à concevoir que c'est une véritable enceinte de pouvoir, et où on joue assez mal par rapport à d'autres nations souvent plus petites, mais qui ont pour elles le mérite d'avoir compris que c'est là où se décidait énormément, en fait, de nos lois qui affectent jusqu'à notre quotidien. Mais au bout du compte, ce que je disais, d'après l'Institut Delors, c'est que finalement, c'est quand même le pivot social-démocrate qui demeure la colonne vertébrale de l'Union européenne, malgré toutes les contestations, apparemment. Là où Éric Nolot a raison, on verra les résultats du 9 juin. Mais... Oui, non, mais là où Éric Nolot a raison, c'est qu'il y a ce phénomène RN, mais l'autre phénomène, c'est quand même l'agrégation que produit Raphaël Glucksmann. Oui. C'est un phénomène, puisqu'on prend ces aides de gauche-là tout à fait mortes. Il est en quelque sorte en train de la ressusciter. Alors certes, il agrège beaucoup des lecteurs d'Emmanuel Macron qui votent pour la présidentielle Macron et s'excusent d'avoir voté Macron pour la présidentielle en allant voter Glucksmann aux européennes. Mais malgré tout, on voit qu'il y a une espèce de sursaut intéressant, parce qu'effectivement, tout ce courant social-démocrate de gauche semblait avoir disparu, et il semble qu'il veuille revenir sur la scène, et la capacité de le faire avec un Raphaël Glucksmann, il faut le dire, qui ose contredire aussi ce qui serait parfois les tendances naturelles de son camp. Il était temps. Oui, mais... Il a beaucoup changé d'avis, M. Glucksmann, quand même. Je l'ai connu sarkozyste, je l'ai connu s'accommodant très très bien de la NUPES. Après, en effet, il y aura une autre conséquence nationale, c'est que si son score est vraiment bien supérieur à celui de la France Insoumise, ça ruine l'hypothèse d'une candidature unique de la gauche sous pavillon insoumis. Ça, c'est vrai. En revanche, ce que vous dites, c'est important. Ça, c'est un enjeu très important. Mais encore une fois, national, pas européen. Et ce que vous dites, quand vous dites, oui, mais le pivot social-démocrate continuera à être dominant, moi, je résumerai votre phrase par une citation d'un film célèbre. Jusqu'ici, tout va bien. C'est-à-dire que ça ne cesse pas de reculer. On dit, oui, mais enfin, c'est encore le pivot social-démocrate. Sauf que l'extrême droite monte partout, en mais Europe elle sera pas et en France. Non, mais elle ne sera pas unitaire, elle ne fera pas un bloc. Ça, c'est vrai. Giorgia Meloni ne fait pas l'éloge de Vladimir Poutine, quand même. C'est moins qu'on puisse dire. Mais à la différence de Salvini représente une extrême droite, il faut le dire, tout à fait classique, et donc de ce point de vue-là, fasciné par la force qu'il voit dans Poutine. Meloni a une tradition, je dirais, paradoxalement, parce que ça existe aussi dans la droite, une tradition plus libertaire, plus fondée sur l'antitotalitarisme, le combat hier contre le communisme, aujourd'hui contre le poutinisme et ses différents alliés. De ce point de vue-là, non, bien sûr, il y a une immense différence entre les deux, et si Meloni est arrivée au pouvoir de manière, je dirais, plus durable que Salvini, il faut peut-être voir là une raison. L'autre point important, c'est que de toute façon, l'Italie a toujours été atlantiste depuis 1945. Elle doit d'ailleurs son existence aux États-Unis, parce que la France et l'Angleterre n'étaient pas sûrs de vouloir la laisser subsister comme une nation, aurait aimé peut-être retourner au règne des principautés de la Renaissance. Je veux dire, bon, donc, de ce point de vue-là aussi, elle s'inscrit aussi, malgré tout, dans une ligne, pour le coup, un héritage national. Qu'est-ce qu'il faudrait, à votre avis, sans s'éterniser sur le sujet, qu'est-ce qu'il faudrait changer en Europe pour que ce soit de véritables élections européennes, Éric Nolot, et pas, justement, chaque fois, la répétition d'enjeux nationaux nombrilistes? Définir enfin, il serait temps quand même, ce que c'est que l'Europe, qu'est-ce que c'est que son but, et redéfinir son fonctionnement. Moi, écoutez, je suis vraiment un amoureux des pays de l'Est, donc on ne peut pas me faire ce procès-là. Mais quand j'entends dire qu'on envisage encore un élargissement à d'autres pays qui, en plus, d'un point de vue démocratique, donnent quand même pas tous les garanties, moi, je crie au fou, quoi. Mais l'Ukraine en Europe, vous êtes d'accord ? C'est très prématuré. C'est très prématuré. Qu'on ouvre un horizon, mais un horizon assez lointain, oui, c'est bien de leur donner l'espoir. Mais en tant qu'amoureux de l'Est, je vous dis que ça a été une folie de faire entrer dans l'Europe d'un coup 10 pays de l'Est. Ça a encore aggravé les difficultés de fonctionnement de l'Europe. Donc, écoutez, moi je serais pour un éclaircissement. Qu'est-ce que l'Europe ? Qu'est-ce que nous voulons ?
Quel est le but de l'Europe? Quelle est notre position? Je parle de la position européenne sur le conflit russo-ukrainien. Voilà. Et que ça parle aux gens. Et non pas, je reviens à mon exemple, sur le délai de rétractation des consommateurs. Ça ne parle à personne. Problème les gens de peuvent discours, pas d'incarnation. Et oui, de tout. D'incarnation, d'idées, de vision, et même d'intelligence. Mais le paradoxe, c'est que quand même, vous qui êtes attaché à l'héritage, vous avez parlé de la civilisation russe, etc. Bien sûr. Les pays de l'Est ont combattu le communisme grâce à leur attachement à l'héritage. Oui, alors que oui. nous, on a Non, bazardé mais- plutôt non, l'héritage à mais- l'Ouest. Alors, deux choses. La première, c'est ce qui manque à Jean-François. l'Europe. Ce qui manque à l'Europe, c'est désigner ses ennemis. L'Europe s'est bâtie sur l'idée de la paix et qu'elle n'avait plus d'ennemis et qu'elle était le devenir utopique du monde. C'est pas qu'à la limite, un jour, on intégrerait Hong Kong et Taïwan dans l'Europe et tout ça s'appellerait l'Europe parce que ça serait le règne universel de la paix perpétuelle. Au lieu de quoi, pour l'instant, on a la guerre continue. Donc, il faut savoir désigner ses adversaires. Où sont nos adversaires? Voilà. Bon, de ce point de vue-là, la Russie de Poutine, le Kremlin, c'est un adversaire. Est-ce que Washington, c'est un ami? C'est une bonne question. Enfin, etc. Alliés, en tout cas. Voilà. Pas tout à fait la même chose. Voilà. Bon. Et la Chine, Donc, mais il y a des non. adversaires quand même. Voilà. Le Sud global, Non, la mais Chine, tout voilà. ça. On fait une gradation, en fait, du monde. On se met au centre du monde et on le représente en voyant là où il faut agir. C'est ce qui manque. Voilà. Ensuite, là où vous avez raison, Louis, c'est que il y a eu une espèce de grand malentendu après la chute du mur de Berlin. On s'est précipité Éric Delot a raison, pour accueillir dans l'Union européenne, enfin, dans la communauté européenne, à l'époque, d'accueillir des pays de l'Est sortis du communisme qui voulaient être dans l'Europe que pour être dans l'OTAN, craignant effectivement l'emprise post-soviétique du Kremlin. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a pensé qu'ils voulaient adopter en fait notre régime, je dirais, de démocratie libérale et quelque peu consumériste, etc. Oui, ils voulaient bien consommer peut-être, mais en fait, leur problème, c'était pas la démocratie, c'était l'identité. Ils voulaient recouvrir leur identité qui avait été largement amochée par le communisme. Et c'est là où on arrive, en fait, aujourd'hui, si vous voulez, à Bruxelles, à des espèces de disputes théologiques sur ce qu'est l'Europe, parce que, en fait, oui, on a trop intégré, trop vite, trop mal, et que, en fait, pour dire la vérité, l'Europe, telle qu'il faudrait l'entendre, n'a qu'un sens, c'est l'espace carolingien. Mais les deux poumons de Jean-Paul II, les deux poumons de Jean-Paul II ne respirent pas le même oxygène. Apolloniste. Non, mais là, c'est le côté, pour le coup, avec tout le respect qui lui est dû, c'est le côté un peu mystico-théâtral quand même du Mais pape. ça avait du sens, ces deux poumons, c'est bien la réalité que vous décrivez. C'était pas mal d'un point de vue littéraire. Mais enfin, ouais, c'est l'expression d'un Russe converti au catholicisme, en l'occurrence. Donc, je veux dire, c'était pas toujours quelque chose... Non, mais bon, la vérité, c'est que sorti de France, Allemagne, Benelux, Lombardie, Catalogne, et vous allez aller jusqu'à Danzig, c'est-à-dire jusqu'à Dansk, c'est-à-dire vous faites l'espace, en fait, carolingien, qui est aussi l'espace des cathédrales gothiques. Donc vous redessinez l'Europe en fonction de ça. C'est la seule qui avait une unité culturelle, économique, etc., bien sûr. et qui était une puissance. D'ailleurs, c'est là où est la puissance économique, c'est là où est la puissance militaire. Tout le reste, c'est des confettis. Enfin, c'est sans être du tout méprisant. Non, mais c'est vrai. Ce sont des confettis rapportés à ce noyau, n'est-ce pas? Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, le couple franco-allemand fonctionne très mal parce que l'Allemagne est dans la crainte de la guerre, effectivement. Quand oui, mais les justement, Allemands se souviennent comment leurs parents l'ont faite, la guerre. Il y a un traumatisme qui s'explique. On comprend. Ça, mais moi, ce que je trouve Éric Nolot, votre dernière réflexion. Oui, le plus triste et le plus tragique, c'est qu'on a l'impression que l'Europe acquiesce à sa sortie de l'histoire. C'est ça qui est terrible. Regardez comment on se fait humilier par Poutine et Xi Jinping, quoi. C'est-à-dire qu'ils arrivent, on sort la vaisselle, on les accueille à Versailles ou ailleurs, et on leur dit non mais il faudrait faire un petit effort quand même, et ils vous font un bras d'honneur, ils rentrent dans leur pays, ils continuent. Donc en fait, l'Europe est une Europe du verbe, et moi, même si ça a des conséquences tragiques, j'apprécie qu'Emmanuel Macron, je ne suis pas macroniste, tape un peu du poing sur la table et dise il faut changer de ton. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement les inviter à Versailles, il faut leur dire que la politique qu'ils mènent va avoir des conséquences parce qu'elle est contraire à nos intérêts et à nos valeurs. Je trouve que c'est un bon point. Alors après,
malheureusement, dans le macronisme, il y a énormément de paroles et très peu d'actes. Donc, ça ne me rend pas très optimiste. Merci beaucoup à tous les deux. L'Europe du Verbe, allez, sur cette radio du Verbe aussi. Merci d'avoir donc, par vos paroles, éclairé nos intelligences et notre jugement. Je précise que vous pouvez poser vos questions aux candidats en m'écrivant louis.dauphren@radionotre-dame.com pour la semaine prochaine. François-Xavier Bellamy, Jean Lassalle pour lundi prochain. Et je remercie Éric Nolot, écrivain, critique littéraire, chroniqueur, et Jean-François Colosimo, essayiste, écrivain, historien des religions. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt.